Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes. Oh my God. Chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e épisode de Dieu, le podcast féministe et croyant. Aujourd'hui, je suis venue à Strasbourg rejoindre Alice et recevoir surtout notre deuxième invitée, Joanne Chiarras-Sancho. Bonjour Alice. Bonjour Sinatou. Bonjour Joanne. Bonjour. Joanne, tu es protestante, tu es aussi docteur en théologie, chercheuse associée à l'Université de Strasbourg et à l'Institut Lehmann de théologie pratique. Tu te décris comme féministe et inclusive. Tu travailles dans le domaine de la formation des leaders protestants en Afrique, notamment à Porto Novo, au Bénin et à Yaoundé. L'année dernière, tu as coécrit avec Fidèle Roussou-Gandonou un chapitre assez intéressant dont nous allons reparler tout à l'heure, de l'ouvrage « Une Bible des femmes » qui se proposait de réécrire la Bible au XXIe siècle par les femmes, donc vaste projet. Joanne, tu milites aussi pour une église inclusive à travers un mouvement appelé Accueil radical et un livre éponyme. En fait, ce terme, il indique, mais tu nous en reparleras plus tard, il indique, en tout cas tel que vous l'avez défini sur le site d'Accueil radical, à la fois un refus catégorique de toute exclusion et aussi l'accueil inconditionnel de la diversité. Tu nous diras un peu ce que cela veut dire tout à l'heure. Il désigne aussi en particulier l'accueil, en tout cas très concrètement, des personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres. Et enfin, l'une de tes multiples casquettes, c'est l'animation d'une antenne inclusive rattachée à la paroisse Saint-Guillaume à Strasbourg. Donc Joanne, tu te dis volontiers féministe. Est-ce que tu as eu des difficultés à allier tes convictions féministes avec ta foi ou ton milieu confessionnel ? Merci Alice pour la question, merci pour l'accueil à vous deux. Alors en fait, moi je viens d'une tradition qui a maintenant plus de 500 ans, la tradition des églises luthériennes et réformées. Nous on est implantés essentiellement en Alsace et en Moselle. Et c'est vrai qu'on a fait un choix, après la Deuxième Guerre mondiale, d'ordonner les femmes au ministère pastoral. Donc cette ordination qui maintenant a plus de 70 ans, vous voyez à peu près, c'est vrai que ça peut amener les uns et les autres à considérer que l'Église protestante est une Église égalitaire. Donc quand on vient avec des questionnements féministes et parfois même des revendications, l'une des premières réactions qu'on peut avoir, un petit peu mainstream, je dirais, c'est « écoute, pas du tout, les femmes sont les égales des hommes chez nous, la preuve, on a des femmes pasteurs ». Et c'est un petit peu le risque, bien sûr, de s'arrêter à ça et de décider qu'à partir de là, tout est fait. En fait, à partir de là, tout est encore à faire, de mon point de vue. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais eu vent, par exemple, dans mon église, qu'on fête l'anniversaire d'ordination des femmes. Mes sœurs en Afrique, mes sœurs pasteurs, elles fêtent toujours les anniversaires d'ordination. Alors bien sûr, c'est aussi culturel. En Afrique, on sait se saisir de toute occasion pour faire la fête, là où nous, peut-être qu'on est un petit peu préoccupés par nos trajets et nos besoins et nos courses et décorer notre maison. Mais en l'occurrence, ce qui est évident, c'est que je fais partie d'une tradition où on prend les choses déjà comme acquises. Et ça, c'est embêtant parce qu'à partir de là, on ne peut plus rien interroger. Et d'autant que moi, des histoires, je peux en raconter jusqu'au bout de la nuit. Je vais en donner une seule, là. Alors que mon mari, qui lui est pasteur ordonné dans l'Église, moi je ne suis pas encore pasteur ordonné, c'est-à-dire que j'ai des responsabilités pastorales et je suis reconnue par mon Église pour tous les ministères dont vous avez parlé en introduction, mais je ne suis pas ordonnée à être pasteur de paroisse. C'est un choix que j'ai fait justement parce que mon conjoint, l'homme de ma vie, est pasteur de paroisse. Alors, on était tous les deux jeunes, j'étais enceinte de notre deuxième enfant, on avait un bébé déjà sous le bras. Et l'un de nos responsables d'église vient nous voir et nous dit, voilà,
Maintenant que la phase de stage est terminée, donc on avait déjà déménagé 2 fois pour faire les stages en paroisse de mon mari, je rappelle donc. Eh bien voilà, on aimerait bien vous envoyer au fin fond de la Moselle. Ce à quoi je lui réponds, ça va pas être possible, mon ami, parce que moi j'aimerais commencer mon doctorat. Et il regarde mon ventre. Donc j'étais vraiment pas loin d'accoucher, hein, j'étais vraiment pleine comme un œuf. Et il me dit, mais écoute, quelle drôle d'idée de vouloir faire un doctorat. Est-ce que ce serait pas mieux que tu restes à la maison t'occuper de tes mômes ? Et cette histoire, elle est 2006, hein, et aujourd'hui on est en 2019. Donc on va pas me faire croire que cette culture-là a complètement disparu de mon église, loin de là, d'autant que des petites histoires, on m'en rapporte tout le temps, et moi je les entends, ces histoires. Donc, ce qui est embêtant, c'est quand les choses ne sont plus frontales, c'est qu'elles sont diffuses. Et quand elles sont diffuses, les femmes, nous, on est très fortes à ça. On met en place un système qui s'appelle en anglais accommodation, c'est-à-dire qu'on s'accommode. On s'accommode. Les micro-agressions, le machisme diffus, on s'accommode. On dit finalement, on ne nous empêche pas. On ne nous empêche pas d'avancer. On nous ralentit juste. Et moi, c'est contre ce type de ralentissement que je m'élève. Et je passe un petit peu quand même mon temps à exhorter mes sœurs pasteurs, mes sœurs femmes de pasteurs, les étudiantes en théologie. Et je pense que parfois, je suis vraiment un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond. Et c'est quelque chose, il y a finalement quelques semaines, j'ai décidé que c'est bon, quoi. Je suis faite pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu viens de nous dire. Tu nous dis aussi comment ça s'inscrit aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'être femme de pasteur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour une communauté d'être docteur en théologie et d'être aussi femme de pasteur ? Dans ma communauté, donc dans la communauté luthéro-réformée, alsacienne, mosellane, française, et même parfois, quand je vais visiter nos églises sœurs en Afrique, c'est celle que je connais le mieux en dehors de l'Europe. Je connais aussi bien les églises en Suisse. Il se trouve que, bien sûr, tout ça, ça me fait comme des portes, ça m'ouvre des portes, tout ça. Le fait d'être femme d'eux, ça m'ouvre des portes, indéniablement, dans la communauté protestante. Le fait d'être docteur en théologie, ça m'ouvre des portes. Le fait d'avoir maintenant été dans plusieurs publications reconnues, qui sont lues, ça m'ouvre des portes. Donc moi, je suis à une étape de ma vie où les choses s'enchaînent très bien. Mais j'essaye d'avoir l'intelligence de ne pas oublier les autres étapes dans ma vie quand les choses s'enchaînaient très très mal, parce que j'étais trop jeune, parce que j'étais trop vindicative, parce que mon mari n'était pas encore vraiment reconnu dans sa communauté, où il n'avait pas encore fait ses preuves, et où bien sûr, alors on rigole des fois, j'ai une copine, elle se reconnaîtra, hein, Joe, tu te reconnaîtras, nous on appelle ça le mercato. Le mercato des pasteurs, un peu. Alors, il n'y a rien d'écrit, ça se trouve nulle part, hein, c'est une représentation qu'on s'est faite, nous. Mais il faut dire qu'au fur et à mesure des années, je suis montée dans le mercato. Et ça, c'est quelque chose qui me prend un peu par surprise maintenant. Mais je me souviens, bien sûr, des premières années de ministère qu'on a toujours porté ensemble, puisque moi-même, j'ai toujours eu cet appel pastoral, où en fait, j'étais vraiment j'étais le bras droit de mon mari et je pouvais travailler des heures et des heures sans un brin de reconnaissance. Et c'était des fois dur et c'était des fois difficile. Et alors, du coup, j'ai aussi découvert qu'il y avait beaucoup de femmes de pasteurs qui avaient complètement arrêté d'aider. Parce qu'elles avaient l'intelligence de discerner que là, il y avait une injustice incroyable. Mais alors, paradoxalement, c'est là la difficulté, c'est que c'est vrai que si tu n'aides pas ton mari dans les premières années, il peut y avoir malheureusement la possibilité du coup que son travail ne décolle pas, qu'il soit pas assez épaulé, pas assez soutenu. Et donc, finalement, il monte jamais dans le mercato, le fameux qui n'existe pas. Celui que j'ai inventé toute seule. Donc, du coup, toi, tu restes bloqué dans ta situation. Donc, du coup, c'est, comment dire, vous voyez, à un moment donné, il faut faire preuve d'un peu de stratégie. Hein. Moi, j'ai regardé Game of Thrones et tout, Littlefinger, tout ça. Et à un moment donné, on se dit, je veux servir le Christ et son Église, oui. Je crois en l'Évangile, oui. Je veux faire connaître cette bonne parole, oui. Mais je ne veux pas terminer ni brûlé dans tous les sens, ni cassé, ni aigri. Alors, et d'ailleurs, ça nous renvoie à un article du livre « Une Bible des femmes », donc d'Élisabeth Parmentier, où on réfléchit à... Jésus dit, mais prends ta bonne part. Quelle est ma bonne part dans ma vie ? Et pour une femme, c'est d'autant plus difficile qu'on a très peu de modèles. Et donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des modèles de femmes pasteurs, mais j'ai pas eu vraiment des modèles de femmes de pasteurs. Alors ça c'est pas évident.
Et j'ai eu la chance d'avoir des modèles de femmes docteurs en théologie, notamment Elisabeth Parmentier, qui est vraiment ma mentor à ce niveau-là. Mais c'est intéressant parce qu'elle-même, Elisabeth Parmentier, que je salue bien sûr, bien qu'elle n'a sûrement pas le temps d'écouter nos émissions, mais quand même je la salue, eh bien, lorsqu'on a présenté le livre à Genève il y a un peu plus d'1 an, c'était génial parce qu'elle a dit, voilà, dans ce bouquin, c'est 21 théologiennes de différentes générations, de différents courants du féminisme, de différentes églises, mais en l'occurrence, il y a eu les pionnières qui ont tout fait pour nous, celles qui ont plus de 70 ans. Il y a maintenant cette jeune génération, 20 ans, 30 ans, qui s'emparent de sujets et qui les remettent au goût du jour et qui nous interpellent. Et puis il y a moi et celle de ma génération où en fait on n'a pas fait grand-chose. On a profité des acquis des pionnières et maintenant, finalement, on va aussi profiter de la lutte des plus jeunes. Et donc, moi, c'était ça mon modèle. Et c'est elle qui en a parlé. Nous, on avait un modèle d'une génération qui a dit, écoutez les filles, vous énervez pas trop, parce que là, c'est bien. Là, on a tellement vu nos mères lutter, quoi. Nous, maintenant, on aimerait un peu la paix. Alors, c'est peut-être ce qui va arriver avec les générations après nous. On ne peut pas savoir, au fait. Il ne faut pas non plus leur faire porter un trop grand poids. Chaque génération fait son travail. Donc voilà, ma réponse est très contrastée. En même temps, moi, je vais avoir 40 ans, c'est le luxe absolu. Moi, je me fais plus siffler, plus emmerder. Dans une réunion, on m'interrompt plus. J'ai plus besoin de chronométrer le temps de parole. Enfin, moi, ça y est, je suis arrivée, je dirais, au sommet de ma life. Et en même temps, je n'oublierai jamais quand j'avais 25 ans, avec ce bébé qui allait sortir de mon utérus et ce responsable d'église qui me dit les yeux dans les yeux, mais pourquoi tu veux t'embêter à faire un doctorat? T'as qu'à rester à la maison, garder tes mômes. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussée à étudier la théologie? Parce que finalement, est-ce que ta foi et ton statut de femme croyante, ça a influencé ta vie professionnelle? Et le choix de ces études-là en particulier? Moi, quand j'avais 10 ans, il y a une chose qui m'a apparue très clairement, c'est que là où j'étais appelée à m'épanouir, c'était au service du Christ. Alors, c'est vrai que c'était une génération, j'espère que la génération qui vient aussi aura plus de choix, où finalement, chez les protestants, c'est presque comme les catholiques, ou t'es pasteur, ou t'es quoi. Il n'y a pas une pluralité de ministères. Alors, à l'heure actuelle, oui, on est en train de développer toute une politique au niveau de la diversification des ministères, et ça, vraiment, je me réjouis beaucoup. Mais moi, je me disais, si je veux pouvoir servir dans l'Église, pouvoir faire de l'animation jeunesse, parce que moi, j'étais dans une paroisse avec beaucoup d'animation jeunesse, pouvoir prêcher, parce que dans ma paroisse, la prédication était toujours très fine, très intello, très réfléchie. Pouvoir prendre position dans les faits de société. Il y avait un groupe assez actif pro-palestinien, ils étaient un peu extrémistes des fois, mais je les admirais néanmoins parce que c'était une église dans laquelle il y avait un groupe politisé, assez proactif, et je trouvais rien que la démarche super, quoi. Et moi, bien sûr, j'aimais beaucoup les histoires de la Bible, donc je m'imaginais bien toute ma vie vivre un peu dans cet univers culturel-là. Donc très tôt, j'ai fait le choix de la théologie, et puis mon père qui a toujours été très sensible à mes choix. D'ailleurs, ma mère aussi m'a encouragée. Mais mon père a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il a téléphoné à la fac de théologie et il leur a demandé d'envoyer à la maison le livret de présentation. Et donc, un soir, on s'est assis à table et il m'a dit écoute, c'est pas compliqué. Là, il y a marqué que tu dois faire de l'hébreu, du grec, et après, tu peux choisir entre le chant ou bien la visite des hôpitaux. Qu'est-ce que t'en dis? Et il m'a fait cocher les cases dans le livret. Donc, moi, très tôt, je me suis tout à fait imaginée là-dedans. J'ai jamais vu aucun frein. Et alors après, si tu t'entends aussi, bien sûr, Claire-Lise, je parle de toi là. Et un jour, quand j'étais au gymnase Jean Sturm comme collégienne, donc la première année, j'ai eu un vieux pasteur très gentil qui est décédé entre-temps. Et puis la deuxième année, je vois arriver une jeune dame blonde, qui avait une petite caisse remplie de Bibles. Et je lui dis, vous êtes la nouvelle, vous? Elle me fait, oui. Et en fait, j'avais jamais eu de femme pasteur avant. Dans ma paroisse, c'était super, vraiment libéral et tout. C'est pas la question, mais il n'y avait pas de femme pasteur. Donc du coup, j'avais pas eu ce modèle. Et moi, à 12 ans, j'ai eu cette chance d'avoir un modèle de femme pasteur. En plus, on peut vraiment dire que Claire-Lise est quelqu'un dans l'écoute, dans l'humour, dans la présence, dans la justesse du propos. Donc vraiment quelqu'un qui a été une réserve de modèle pour moi. Et après, j'ai rencontré plein d'autres femmes pasteurs, jusqu'à ces dernières années où j'ai rencontré les femmes pasteurs africaines qui sont devenues quelque part aussi mes nouveaux modèles. Voilà.
Alors, on sent beaucoup dans ton parcours que c'est des femmes, en fait, qui ont inspiré ces choix professionnels. Mais est-ce que c'est encore des femmes qui ont inspiré ce désir de faire, d'écrire dans la Bible des femmes, de faire de la formation pour les femmes, d'être finalement féministe un peu dans ta communauté? Alors, j'aimerais préciser que j'ai été entourée de beaucoup d'hommes depuis que je suis petite, beaucoup d'hommes pasteurs, et qu'ils ont été des très bons pasteurs, vraiment. Leur présence a été bénéfique à mes côtés. Moi, j'ai fait mon catéchisme qu'avec des hommes, c'était un catéchisme de 3 ans, et j'en tire vraiment beaucoup de bonnes choses. Simplement, c'est en termes de rôle modèle, quoi, hein, comme on dit en anglais, ça a été très déterminant de connaître voilà, une femme pasteur. Avant ça, il y avait aussi le mari de ma marraine, qui était un pasteur très christianisme social, du style à dormir avec des punks pour être sûr que la police ne vienne pas les arrêter, etc. Donc voilà, ça vraiment, j'ai été très bien entourée à ce niveau-là. Je bénéficiais d'une communauté riche et d'une grande diversité. Par ailleurs, pour ce qui est de devenir théologienne, c'est Elisabeth Parmentier complètement hein, qui m'a inspirée toujours. Une femme aussi très juste, très réfléchie. Un fort esprit de synthèse, incroyable. On pouvait faire un séminaire de 2 heures. 80% du contenu pouvait être vraiment de très bas niveau, ou pas intéressant, ou pas pertinent, ou conservateur, ou voire même xéno-homophobe ou quoi. Mais elle retenait les 20% de bon là-dedans et elle nous faisait une synthèse à la fin. Et ça, je me suis toujours dit, ça, c'est une façon admirable de faire la théologie. Laissez quand même la parole circuler, les gens ont besoin de parler, de s'exprimer, mais ne gardez que le meilleur. Et c'est vrai que c'est Elisabeth Parmentier qui m'a prise dans son équipe pour une Bible des femmes et qui continue à m'associer à différents projets. Donc, on peut vraiment dire que j'ai bénéficié là de quelqu'un d'une grande bienveillance et qui a aussi envie de transmettre, hein, qui ne pense pas que pour sa génération, mais aussi pour celles qui viennent. Donc ça, c'est vraiment une grande chance. Mais aussi sur mon parcours pour Accueil Radical, il faut reconnaître que c'est Yvan Bourquin, qui est un homme d'une toute autre génération. C'est un papy de 75 ans. Hein, et c'est lui qui est venu à moi à un moment donné en me disant, mais voilà, il n'y a pas d'ouvrage en français qui parle de l'accueil inconditionnel. D'un point de vue théologique, lui, c'est un bibliste. Il est reconnu sur la place. Il avait déjà édité dans la maison d'édition de Labor et Fides. Et c'est quand même rigolo de se dire que c'est un papy de 70 ans, donc à ce moment-là, qui est venu voir la jeune militante de 30 et quelques années. Et il n'a pas du tout eu peur, il ne s'est pas du tout dit oh, ma réputation ou quoi. Et il m'a fait entièrement confiance, quoi. Donc ça, c'était quelque chose d'admirable. Et je pense que c'est parce que Yvan aussi, tout au long de sa vie, a pu voir combien les préjugés étaient catastrophiques et par rapport à ce que lui, il a vécu dans son propre entourage familial. Et il a fait une relecture de tout ça, parce que lui, c'est un homme privilégié, un blanc, un Suisse, avec un doctorat. Il aurait pu rester depuis sa place forte, mais il a fait une relecture de tout ça, et il a voulu aller à l'encontre de ces mécanismes-là. Et donc, pour moi, c'est aussi quelqu'un que je peux admirer et dont je peux m'inspirer, quoi. Si on revient juste un instant sur Elisabeth Parmentier. Donc Elisabeth Parmentier, elle a co-dirigé en quelque sorte une Bible des femmes, qui est sortie en 2018. Et toi, tu as coécrit dans une Bible des femmes avec Fidèle Ousougandonou un chapitre qui s'appelle « Sortir de la tente rouge et faire rayonner la tribu de Dina ». Est-ce que tu peux nous présenter un peu brièvement ce travail autour de la tribu de Dina ? C'est quoi la tribu de Dina ? Oui, alors là, je rends hommage à la rabbin Delphine Orviller. Donc, c'est Delphine Orviller qui, dans son article, lorsqu'elle a commenté la paracha, ce passage-là, elle s'est rendue compte que c'était en même temps que MeToo. Et donc, du coup, elle a noué la gerbe d'une façon exceptionnelle. Elle a fait remarquer que Dina, c'est celle dont ses frères ont estimé que ce qui lui était arrivé avait déshonoré la tribu. Et donc, en fait, c'est un homme qui l'a vu. Alors, ce que dit le texte, c'est Dina sortie. La seule chose que Dina, elle a fait, c'est qu'elle est sortie. Elle est sortie pourquoi ? Parce qu'après des années d'errance, parce que Jacob, il n'a pas une vie évidente, hein, il s'est quand même vachement embrouillé avec son frère, et donc, du coup, il le fuyait, etc. Après des années d'errance, il s'établit quelque part. Il s'établit dans le pays, là où se trouve la tribu donc, de Sichem. Son père est le chef de tribu. Et là, Dina a envie d'aller parler avec des jeunes filles, parce que je pense que ça faisait des années qu'elle était avec sa famille, qu'elle restait dans sa tribu, dans sa tente rouge, là où les femmes se réunissaient. Et donc le texte dit qu'elle sortit pour aller parler aux jeunes filles. Et Sichem passe par là, et puis il tombe amoureux.
Alors, il tombe amoureux, mais il fait tout à l'envers. Il commence par l'enlever, la violer, et après, il éprouve des sentiments d'amour, et après, il la demande en mariage. Enfin, le gars qui a vraiment rien compris du tout. Masculinité toxique to the top. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ses frères n'ont pas supporté ça et ont décidé qu'il fallait venger l'honneur, hein, cette vieille histoire d'honneur. Donc là, on a un condensé absolu du patriarcat dans cette histoire. Et pour venger l'honneur de la tribu, les frères demandent à Sichem de se faire circoncire et de faire circoncire tous les hommes. Et ils profitent de l'étape de convalescence pour les passer au fil de l'épée, donc tous les tuer, enlever les enfants et les femmes. Et là, on a la boucle qui est bouclée, puisque Dina était sortie pour aller connaître ses femmes, se faire des amis, et ses frères sont allés les enlever. Donc c'est horrible, parce que là, vraiment, on est dans un patriarcat extrêmement toxique. Et ce que ce que nous explique un petit peu Delphine Horvillers, c'est que peut-être qu'il serait temps qu'on la forme, cette tribu de Dina. Peut-être qu'il serait temps que toutes les survivants et les survivants d'abus se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, que régulièrement, on est aux prises avec, je dirais, comment est-ce qu'on pourrait dire, le caractère complètement irréfléchi, irraisonnable de l'espèce humaine, mais passé ce constat-là, on peut se réunir dans une tribu qui nous unirait toutes et tous. Et donc voilà, ça c'était important pour moi, dans ce chapitre où on a parlé des femmes missionnaires, de rappeler que les femmes en fait, quand elles sont envoyées en mission, c'est souvent quand les hommes ne veulent pas y aller, par exemple. Donc les premières femmes missionnaires, on leur a donné des postes où les hommes n'avaient pas le droit d'aller, comme en Chine, pour se rapprocher des gynécées là-bas. Alors que Jésus, lui, il a fait tout l'inverse. Lui, Jésus, il a pris la Samaritaine, qui était celle dont on avait décidé qu'elle était une femme légère, parce qu'elle avait contracté 5 mariages, comme si les femmes à l'époque pouvaient divorcer, la grande blague. Et en tout cas, et donc du coup, lui, il a choisi celle qui était ostracisée. Et c'est intéressant parce qu'on fait constamment l'inverse, en fait. On donne aux femmes les jobs que les hommes ne veulent pas faire, hein. Je simplifie un peu, mais c'est quand même vrai. Alors que Jésus, lui, il a envoyé comme missionnaire cette femme, alors qu'il n'avait même pas encore envoyé ses propres disciples, qu'il était en train d'essayer de catéchiser ou d'évangéliser ou d'enseigner depuis presque des années. Donc voilà, on fait tout à l'envers. Et comme tout est fait à l'envers, notre seule force, ce serait finalement de nous unir. Mais avant de s'unir, il y a l'importance de la tente rouge. La tente rouge, c'est quoi ? C'est là où les femmes se retrouvent au moment des menstrues, et c'est là aussi où les hommes ne peuvent pas les toucher, sinon ils sont déclarés impurs. Et donc, de ce statut d'impur, les femmes ont toujours fait une force, parce qu'au moins tu as la paix, sexuellement, émotivement, émotionnellement. Tu es protégée par tes sœurs, par tes tantes, par tes filles dans la tente rouge. Personne ne peut te toucher parce que voilà, t'es impur, c'est comme ça. Et donc tu peux enfin prendre du repos, tu peux enfin dormir sans être dérangé, tu peux enfin prendre soin les unes des autres. Et ça, c'est terrible, on n'a plus ça. Hein, les femmes, maintenant, paraît-il qu'on ne serait pas impures, et pourtant, pourquoi est-ce que du coup on est exclu de tellement de positions dans la société ? Je ne sais pas. J'essaye de comprendre cet archaïsme. Mais en tout cas, on n'a plus des lieux où on puisse se réunir entre nous, se masser les pieds, se parler de nos règles et de nos flux. Au contraire, je dirais, quand il y en a une qui dit « j'ai mal au ventre », l'autre va lui dire « mais prends donc la pilule ». Eh non, je regrette. La pilule, c'est encore quelque chose, pour moi, qui est une émanation utilisé comme ça, qui est une émanation du patriarcat. C'est-à-dire surtout, domestique tes flux. N'emmerde pas le monde avec tes flux. Moi, mes flux, je les ai plus, moi, en tel utérus, mais moi, mes flux, ils faisaient partie de ma vie. Et j'aimerais au contraire qu'on célèbre ça et qu'on me laisse les vivre au rythme dont j'ai besoin. Et j'aimerais aussi, moi, apprendre à laisser les autres femmes vivre leur flux, je dirais leur rythme. Bien sûr, on ne peut plus se réunir comme avant dans des tentes, et encore qu'on devrait essayer, mais au moins respecter les flux des femmes. Ce que faisaient les anciens par le truchement de cette appellation pure-impure. L'idée de la tente rouge est assez intéressante, et d'ailleurs, on invite vraiment tous les auditeurs et auditrices d'ailleurs à vraiment lire la Bible des femmes, parce que c'est vraiment très intéressant. Et en fait, il y a aussi cette idée que la tente rouge, c'est une forme de résistance aussi. Et alors qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses réunions non mixtes qui sont interdites, critiquées. Pourquoi c'est remis en question aujourd'hui, à ton avis ? Parce que c'est quelque chose qui ne nous est pas imposé, c'est quelque chose qu'on choisit. Parce que la tente rouge, ça nous est imposé par les règles de pseudo-pureté. Et là, c'est quelque chose qu'on choisit. Donc à partir et d'ailleurs, on revient à Dina, elle sortit.
C'est à partir du moment où on est dans notre propre volonté, où on fait nos propres choix qu'on dérange. C'est pas qu'on reste entre femmes, ça arrange des tas de cultures pour finir. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il n'y a que des femmes en crèche, et il y a presque que des femmes dans certains services à l'hôpital. Et enfin bref, je vais pas vous faire la liste. Ça arrange la société que les femmes soient entre elles, et puis comme ça, les hommes, ils peuvent aller prendre les décisions importantes pendant que nous, on nettoie leur slip. Mais pour parler plus sérieusement, ça dérange aussi parce que on a du mal avec le concept d'égalité. Bon, déjà, on sait qu'en France, on ne comprend pas très bien la différence entre égalité et équité, et que ça peut donner lieu à pas mal de débats. Bon, ça c'est une première chose. Et ensuite, c'est parce que en France, on part du principe que le patriarcat de culture catholique, on dit judéo-chrétienne, bon, moi je veux bien, mais il y a presque plus de juifs, mais le patriarcat de culture catholique, c'est quoi? On le voit bien, on le voit avec les clercs, on le voit avec le Vatican, on le voit avec l'apparatchik politique de la curie romaine. Le patriarcat, ce sont des hommes, souvent blancs d'ailleurs, souvent de plus de 55 ans, qui prennent des décisions pour les autres et qui ont une masse de gens qui travaillent pour eux. Bon, finalement, c'est un peu comme ça que s'est structurée la société en France. C'est pas grave, hein, ça, en 2 générations, ça peut être rééquilibré. Mais en attendant, il y a forcément des résistances. Et puis après, il y a la difficulté aussi de la source d'autonomie. Moi, je pense qu'une association qui est autonome et qui n'est pas financée par l'État, elle peut faire des événements non mixtes. Personne ne devrait pouvoir remettre ça en cause. Le problème qu'on a un peu avec le système français et du financement, c'est qu'après, du coup, effectivement, il y a des lois antidiscriminatoires, et donc à partir de là, on peut être remis en question. Donc voilà, il y a tout un truc à réfléchir autour de ça. C'est tout à fait légitime et normal de faire des réunions non mixtes, et même parfois c'est une question de santé mentale pour les personnes concernées. Mais c'est compliqué de le faire d'une certaine façon avec l'argent public. Voilà. Et ça, c'est des choses sur lesquelles moi-même je m'interroge et pour lesquelles j'ai pas de solution. Par exemple, pour moi, l'exemple le plus compliqué, c'est les piscines. Je vais pas reprendre le débat là, mais moi, je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait des femmes qui aient envie d'aller à la piscine sans avoir le risque de se faire mater dans les douches ou quoi. Je veux dire, c'est arrivé à chacune d'entre nous, donc elles veulent pas prendre ce risque, elles veulent rester entre nanas. Souvent, elles sont musulmanes, mais pas que. Et là, on va te dire, non, mais c'est un financement public. Et c'est pas faux, c'est vrai. Normalement, on doit encourager la mixité, la non-discrimination sur l'argent public. Alors après quoi? Les gens ils vont faire des piscines privées alors qu'on est dans le Global One. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais il y a un équilibre à trouver quelque part. Et je pense que du coup, ça nous oblige à encore plus de transparence. L'exemple, je pense, le plus terrible, c'est les réunions non mixtes où on ne veut pas de blanc ou de blanche. Ça, c'est encore plus compliqué parce que c'est intéressant, parce que si on prend tous les épisodes de métissage dus évidemment à la colonisation et à l'esclavagisme, il y a peut-être des tas de blancs qui ont un patrimoine génétique presque similaire à des gens qui ont la peau noire. Donc là, on s'en sort plus. Mais alors, on va me dire, oui, mais c'est parce que c'est... Alors, ils se réunissent sur le fait de la discrimination de leur couleur de peau. Alors là, c'est encore de plus en plus compliqué, quoi. Parce que selon le pays où on va en Afrique, si tu es plus ou moins noir, tu es plus ou moins discriminé aussi. Si tu es plus ou moins blanc aussi. Alors après, on rentre dans des strates de réflexion qui ne sont pas accessibles aux quidam dans la rue. Moi, je suis vraiment pour une réflexion pédagogique large et pour une vision inclusive de la société. Donc, dès qu'il y a une réunion non mixte, il faut réussir à trouver un moyen de communiquer de la façon la plus paisible possible. Et surtout, bien mettre ça dans un cadre qui ne soit pas financé, je crois, par l'argent public. À la fin de ton chapitre sur la tribu de Dinah, tu fais allusion au mouvement Church Too, donc l'Église aussi, qui a suivi MeToo. Et c'est vrai que ça a été peu médiatisé au final, en France notamment, mais suite à MeToo, il y a eu un mouvement Catholic Too et Church Too sur des femmes ou des personnes qui allaient faire ressortir leur expérience de survivantes, de survivants, etc., ou d'expériences de sexisme quotidien dans leur église. Alors toi, comment est-ce que ça a pu être ressenti, MeToo, Church Too? Est-ce que ça a été vraiment relayé dans ton milieu protestant ou pas tant que ça? Alors je pense que ça a pris un peu de temps. Ça a été un peu progressif, un peu en mode diesel. Mais ça a vraiment fait son chemin. Je m'en rends compte de plus en plus. Et quelque part, et c'est très triste, ça a été d'autant plus
enfin, ça a été reçu, ça a imprégné certains strates de la communauté protestante, si on peut dire ça. Je ne sais même pas si ça existe vraiment, mais de gens de culture protestante en tout cas, notamment du fait des scandales dans l'Église catholique à l'été 2018. Parce que les protestants, beaucoup de protestants, moins en Alsace, mais beaucoup dans le reste de la France, aiment bien se situer vis-à-vis des catholiques. Alors, c'est une facilité, hein, c'est aussi parce qu'on a été persécutés pendant 2 siècles par les ancêtres de cette confession, enfin ceux qui étaient là avant. Et donc, du coup, il y a toujours un peu cette rivalité qui existe, de survivants, je pense aussi, quelque part. Et donc, survivant pour survivant, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit, vous avez vu ce qui se passe chez les catholiques, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. La preuve, c'est que nous, voilà, on parle de MeToo et de ChurchToo et tout et tout. Et donc, les baptistes ont même pris des résolutions vraiment, je dirais, audacieuses au niveau de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, en fait, quelque part, par un effet miroir, on s'est dit, nous, on n'est pas si pire qu'eux, donc on est forcément mieux. Et donc, du coup, voilà. Mais d'un autre côté, ça a vraiment imprégné progressivement. Une Bible des femmes a rajouté une petite couche, je crois, là-dessus, sur un terreau qui était quand même déjà assez près à ça. Et depuis, pour moi, je trouve que c'est une forme de feu d'artifice, quoi. Vraiment, il y a plein de choses, plein d'articles, plein de dossiers thématiques. C'est sûr que moi, ce que j'aimerais, c'est et je le dis souvent, c'est qu'on adopte donc les quotas de la Fédération luthérienne mondiale. Donc la Fédération luthérienne mondiale, pour les groupes de travail, les commissions, enfin à tous les niveaux, c'est 40%, 40%. Donc il faut qu'il y ait 40% de jeunes et 40% de femmes. Donc bien sûr, ça peut se croiser, hein. C'est l'intérêt d'être un petit peu souple, mais 40% de jeunes et 40% de femmes, c'est très important. Et après, il faudrait rajouter d'autres formes de diversité aussi, mais ça, à la FLM, ça se joue au niveau plutôt du recrutement. C'est qu'en fait, on respecte déjà des quotas au niveau du recrutement, quoi. Donc voilà, donc moi j'aimerais qu'on aille encore plus loin dans toutes les églises protestantes membres de la Fédération protestante de France, mais c'est un peu compliqué parce que l'exercice fédératif fait que on cherche souvent le plus petit dénominateur commun pour éviter aussi de passer son temps à se fâcher entre églises alors qu'à la base on était assez d'accord. Donc voilà, c'est un peu un défi que je lance à ma communauté, c'est quelque chose sur quoi je lâcherai pas, je pense que tout le monde le sait, mais je pense que ces critères de la FLM, ils sont juste indispensables. Comme tu dis, le développement de ChurchToo a pris du temps dans la communauté protestante. Pourquoi, à ton avis ? Bon, déjà, c'est un terme anglais, donc je crois que ça parle pas trop. Et puis, parce que je reviens un petit peu à mon constat de base. Voyez-vous, on a des femmes pasteurs, hein, donc forcément, on respecte les femmes, et donc il n'y a pas de femmes battues. Voilà, poum poum, c'est réglé. Il y a aussi la peur d'être associée aux catholiques. Moi, j'ai déjà eu des témoignages de survivantes d'un certain âge d'ailleurs, et quand j'ai essayé de trouver des soutiens auprès des pasteurs, on m'a dit, écoute, oui, non, mais il faut être là pour elle, mais n'en parle pas s'il te plaît trop à la presse ou dans tes articles ou quoi, parce que nous, c'est pas si grave que chez les catholiques. Alors moi, ça m'est strictement égal que ce soit plus grave ou moins grave, hein, c'est grave, point barre, quoi. Donc voilà, disons, je pense qu'il n'y a pas qu'une raison, il y en a plusieurs. Il y a aussi le fait que ces dernières années, nos églises protestantes ont fait, en tout cas du point de vue des personnes qui sont dans les institutions, ont fait des gros efforts, ont déjà mené beaucoup de réflexions, se sont remises en question. Donc je pense qu'il faut aussi leur laisser un petit peu... comment dire ? On dit en anglais acknowledge, quoi. Il faut aussi reconnaître que ces personnes-là ont fait leur cheminement et leur laisser le temps de faire le suivant. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, on est à, je sais plus combien, là, on a 125 féminicides déjà en France, quoi. Et on va pas me dire qu'il n'y a pas de protestants là-dedans, et on va pas me dire que voilà. Donc, disons que souvent, c'est un peu la difficulté en église, c'est que les choses pourraient aller plus vite, mais les gens ont besoin de déclic. Je vous donne un exemple. Parmi nos inspectrices, parce que nous avons 4 inspectrices et 3 inspecteurs, donc ça, les inspecteurs et inspectrices, chez nous, c'est les luthériens, c'est l'équivalent des évêques. Eh bien, il y a une inspectrice qui m'avait raconté cette anecdote que sa collègue ne voulait jamais être appelée inspecteur. Elle ne voulait jamais être appelée inspectrice, mais voulait toujours qu'on l'appelle inspecteur. Voilà. Donc elle disait, voilà, moi je suis l'inspectrice, et l'autre disait, moi l'inspecteur. Et
je disais, mais pourquoi, écoute, on est 2 femmes, on va dire qu'on est les inspectrices. Non, parce que voilà, elle a inventé un neutre là, qui n'existe pas en français, peu importe. Et donc, du coup, jusqu'à ce qu'un jour, sa petite fille, donc elle est déjà grand-mère, sa petite fille rentre de l'école et très en colère lui dise, mamie, est-ce que tu savais, il y a une règle horrible en français, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Elle lui a dit, tu vois, mamie, vraiment, ça me fait de la peine. À la récré, les garçons se sont moqués de nous et ont dit, de toute façon, on est toujours plus fort que vous, même si on n'est que un. Et là, la grand-mère inspectrice, pasteureux, elle a eu un déclic. Et elle a fait son mea culpa auprès de cette première collègue qui m'a conté cette histoire, en lui disant, en fait, tu as raison, les mots, ça compte. Ma petite fille, elle a vraiment pleuré. Et donc voilà, il faut parfois ce qu'on appelle en grec la métanoïa, c'est-à-dire la conversion intérieure. Et ça, on peut avoir des gens qui ont une vie de foi qui est longue, qui ont une pratique de la lecture de la Bible assidue, qui prient beaucoup et qui réfléchissent à des tas de choses, mais qui n'ont pas le déclic pour leur vie. Et donc, je peux les baratiner pendant des heures, ça ne marchera pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse son œuvre, je dirais, quelque part. Donc en plus d'être féministe, d'avoir tous ces engagements, tu te dis aussi inclusive. Et tu animes d'ailleurs tout un mouvement, qu'on pourrait appelé Accueil Radical, ainsi qu'une antenne inclusive dans ta paroisse Saint-Guillaume à Strasbourg. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus la notion d'inclusivité et nous dire quel a été l'élément déclencheur de ton engagement pour une église inclusive ? Oui, alors la paroisse Saint-Guillaume a plusieurs commissions. L'une d'entre elles, c'est l'antenne inclusive. Alors on a une commission travaux, une commission jeunesse, une commission petit déjeuner pour SDF du mercredi matin. Et il y a la commission inclusive. Donc en fait, l'inclusivité, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis il y a presque une 50aine d'années, avec des pionniers et des pionnières exceptionnels, notamment dans tous les quartiers de San Francisco, vous savez, autour de Stonewall et tout. Et après, avec la pandémie du sida, qui a frappé de plein fouet les États-Unis. Les premières années, personne ne savait quoi en faire. D'ailleurs, la plupart des théologiens ou même des pasteurs, enfin la plupart des personnes en charge d'âme, quelque part, avaient décrété que c'était la maladie du démon ou du diable. Enfin, vraiment, c'était bien informé tout ça, très scientifique. Mais en tout cas, du coup, ça a amené une poignée de pasteurs, de prêtres aussi. Il y a eu beaucoup. Il y a eu un clergé catholique fabuleux aux États-Unis, incroyable, qui ont dit, mais dans ce cas-là, nous, on est inclusive. Et c'est de là que vient le terme qui a mis du temps à s'imprégner dans la culture française, le vocabulaire français. Et donc, ce mouvement qui a presque 50 ans se situe à un endroit et dans un espace-temps particulier. C'est celui de l'émergence des droits des personnes LGBTI aux États-Unis, la répression qui s'en est suivie, les émeutes, le sida. Enfin, je pense que tous les jours, il y avait à la fois un drame et à la fois, du coup, un bout de chemin à faire ensemble. Et moi, j'ai découvert tout ça en rencontrant Jean Villebasse, qui a été mon camarade de thèse, qui a fait une thèse sur l'inclusivité et donc l'hospitalité dans la Bible. Et Jean Villebasse a été un pionnier à ce niveau-là, puisqu'il a cofondé avec d'autres le Carrefour de Chrétiens Inclusifs, qui est un lieu où se vit l'inclusivité hors Église, finalement, dans des groupes souvent alocaux ou aconfessionnels, mais qui permet une fois par an une retraite spirituelle de 4 jours très intense, où chacune vient en étant qui il ou elle est, avec son couple et sa famille et son orientation affectivo-sexuelle, et bien sûr aussi son identité de genre. Et donc, du coup, c'est un mouvement qui s'est implanté en France dans un contexte très œcuménique. Alors moi, c'est ce qui me faisait beaucoup rire, c'est que pendant très longtemps, mais on ne me le dit plus, je ne sais pas pourquoi, mais pendant très longtemps, on m'a dit que, oui, toi, en tant que théologienne ou docteur en théologie, comment est-ce que tu peux promouvoir l'inclusivité alors que c'est la pomme de discorde dans les dialogues œcuméniques ? Alors, je leur dis toujours assez rigolo, parce qu'alors nous, plus inclusif, plus œcuménique, tu peux pas, Genre, il y avait des anglicans, il y avait des catholiques, il y avait des vieux catholiques, il y avait des évangéliques, tous les gens qui finalement avaient été quelque part rejetés par leur église. Donc un œcuménisme des marges. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce concept de marge, parce que je pense qu'il y a assez de gens qui ont envie d'être dans la place, d'être dans les institutions, d'être dans les trucs reconnus,
de se faire appeler monsieur, madame et d'avoir des titres. Ça, il y a assez de, ouais, il y a assez de personnes. Et puis après, il y a celles et ceux qui sont appelés à aller chercher les brebis qui ont été exclus du troupeau, qui se sont auto-exclus ou qui se sont perdus. Et je pense que ça, c'est un autre charisme. Et je pense que, humblement, pour le moment, en tout cas, c'est plutôt le mien. Et ce que j'aime aussi dans la théologie inclusive, c'est que justement, elle est non dénominationnelle, c'est-à-dire qu'on peut faire de la théologie luthérienne inclusive comme on peut faire de la théologie évangélique inclusive. C'est plutôt une coloration de ta théologie, c'est-à-dire tu peux garder ton identité ecclésiale, confessionnelle, mais rajouter ce petit plus qui sera je ne sais pas où se situe et à quel niveau se situe le jugement de Dieu, et je décide que la création de Dieu est parfaite, dans le sens où si les choses se vivent dans le consentement, dans le respect de l'altérité de l'autre, dans la non-instrumentalisation de l'autre, dans l'écoute, dans l'amour, alors forcément Dieu trouvera son chemin pour habiter cette relation-là, ou ce chemin de vie-là. Et il en va de même pour... bien sûr, c'est un grand défi à la théologie, un changement d'identité de genre. C'est un très grand défi. Ça voudrait dire que la création de Dieu est imparfaite. Ben non, ça veut simplement dire que la chimie est imparfaite et que parfois ce qui se vit dans l'utérus d'une mère, ça peut échapper à une forme de rationalité qu'on aimerait voir appliquée au genre aussi, et qu'à partir de là, on fait confiance aux gens. C'est même l'inverse. C'est que, pour moi, mettre de la théologie inclusive dans le parcours des personnes trans, c'est même encore plus lâcher prise sur ce que moi je voudrais donner comme explication à la création. Et accepter que la création de Dieu, elle peut même être, elle peut être en transformation. Voilà. C'est un peu ce qu'on essaye de dire à Saint-Guillaume, c'est on ne veut pas vous convertir, on ne veut pas vous changer, puisqu'on est contre les pseudothérapies de conversion, mais on est là si vous voulez être transformé. Et alors pour moi, la transformation, évidemment, ça veut passer aussi par la transition, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai complètement résumé la théologie inclusive, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je le dirais. Alors, les personnes homosexuelles ou bisexuelles ou transgenres représentent des minorités, comme les femmes aussi sont aujourd'hui, en tout cas, minoritaires dans les hauts lieux de la société. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre tous ces combats-là ? Oui, alors pour moi, il y a un lien évident, il y a un lien qui se trouve au niveau des discriminations, qui se trouve bien sûr au niveau des stéréotypes et des préjugés, qui se trouve au niveau de l'invisibilisation et qui se trouve au niveau de la non-reconnaissance de la diversité existante. Voilà, moi, c'est quelque chose, je pense, qui m'agace le plus, etc. Moi, je suis tout le temps en train de me demander, est-ce que ce qu'on est en train de vivre là, qui est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on représente, et si c'est censé s'adresser à la diversité, si c'est censé s'adresser aux mamies alsaciennes de plus de 70 ans, il n'y a pas de problème, hein, donc c'est bon, donc il y aura des représentantes. Mais si par exemple on veut faire un truc pour les jeunes et qu'il n'y a pas de jeunes, je commence un petit peu à m'inquiéter, quoi. Voilà, donc moi je suis tout le temps en train de réfléchir à ces choses-là. Et donc, si dans une église il n'y a pas de couple homo, si dans une église il n'y a pas une personne trans, si dans les églises il n'y a pas une famille d'origine africaine ou métisse ou d'autres origines, mais je les connais moins bien, je dois reconnaître. Donc j'aurais peut-être pas non plus les ponts culturels pour les accueillir correctement ou le mieux que je voudrais. Et je commence à me poser des questions. Voilà, moi je suis tout le temps comme ça en fait dans cette démarche. C'est un petit peu fatigant pour les gens qui m'entourent, il n'y a pas de problème, mais voilà. Donc voilà, pour moi c'est ma théologie, j'essaye d'être au service de l'évangile. Et pour moi l'évangile c'est un évangile à la fois de la foule et à la fois du particulier. Voilà. Et ce particulier, concrètement, si tu pouvais nous expliquer comment se passe un accueil lors d'une soirée de l'antenne inclusive de la paroisse Saint-Guillaume, comment on est accueilli, comment se déroule la soirée ? Oui, Alice, merci. Vous faites allusion en fait à notre nouveau projet qui est la chapelle arc-en-ciel, maintenant qu'on a commencé seulement depuis un mois. En fait, c'est tout nouveau, hein, donc j'ai pas encore assez d'expérience ou de retour là-dessus. Mais nous, maintenant, ça fait 6 ans qu'on propose des activités régulières dans cette paroisse avec un calendrier 5 fois par an, temps fort, prédication, débat, table ronde, conférences. On est de plus en plus copains-copines avec toutes les associations LGBTI strasbourgeoises. Et le pasteur Christophe Correr reçoit de plus en plus de demandes d'accompagnement pour des mariages ou des baptêmes. Enfin voilà, les choses, disons, commencent à être bien connues.
Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui bossaient le week-end ou qui allaient voir leur famille le week-end ou qui étaient occupés le week-end, eh ben, ils me disaient toujours: ah ben, j'ai pas pu venir, moi je peux pas venir, j'aimerais pourtant venir vous parler. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on propose une permanence une fois par mois au moins, en semaine, quoi. Et donc, du coup, on a commencé maintenant donc, cette chapelle arc-en-ciel et on a fait un calendrier qui reflète un peu tout ce dont on parle depuis avant, puisque on va avoir une soirée autour de Une Bible et des femmes, donc plutôt franchement féministe, avec nos amis de la Nouvelle Lune, donc c'est l'association franchement lesbienne, mais aussi avec David et Jonathan, qui est l'association historique des personnes LGBTI chrétiennes en France. Et puis après, on invitera nos amis des différentes mosquées inclusives et progressistes françaises. Nos amis de la communauté juive libérale étaient là donc pour cette première édition. On invite les jeunes du refuge aussi, parce que c'est aussi pour eux qu'on a commencé cette permanence. C'était une demande du refuge, ce qui ne les oblige pas du tout à venir. Ils peuvent nous avoir lancés sur une piste et ne pas en avoir besoin eux. Mais enfin, on a entendu cet appel, on essaye de se mettre à l'écoute. Voilà, on essaye d'avoir comme ça maintenant un calendrier où on se donne d'autres temps et d'autres moments, d'autres lieux, une autre modalité d'accueil que des week-ends où les gens sont déjà très chargés. Et c'est vrai que j'ai été frappée pendant ces 3 heures par combien, pour une fois, j'étais pas en train de courir dans tous les sens. Et aussi, c'est un peu compliqué quand on est pasteur ou qu'on a un ministère comme ça. C'est qu'on dit, voilà, je vais accueillir tout le monde et tout, venez, ça va être super. Et en fait, on passe tout le week-end à chercher des bouteilles d'eau, à vérifier sa caisse, à accueillir un invité, à nettoyer vite fait un petit coup aux toilettes, à aller vérifier est-ce qu'on a pensé à sonner les cloches. Et en fait, on n'est pas vraiment là pour les autres et on ne les accueille pas vraiment. Donc en fait, on a un beau discours et puis au niveau de la présence, on a du mal à habiter ces temps-là, quoi, parce qu'on court dans tous les sens. Donc du coup, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire maintenant avec cette chapelle, c'est de prendre le temps d'être ensemble et de laisser passer du temps ensemble. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il faut dire qu'on est à une semaine de la dernière marche du 6 octobre contre la PMA sans père et donc l'ouverture à la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. On parle beaucoup de l'engagement des communautés catholiques contre l'homoparentalité. D'ailleurs, comme si tous les catholiques étaient contre l'homoparentalité. Mais qu'en est-il, toi, un peu dans ta communauté protestante? Et est-ce que vous arrivez, avec Accueil Radical, à vous positionner sur ces questions et à ouvrir un dialogue apaisé et constructif au sein de la communauté, en dehors de l'antenne inclusive, mais avec la communauté en général? Alors oui, je pense que les choses ont été plutôt bien préparées en amont. Déjà, moi, j'en avais parlé il y a 3 ans avec François Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante de France. On avait eu un bon échange franc à ce sujet. Ensuite, j'ai été invitée sur Place des Protestants, qui est une émission du service protestant de la télé, avec une table ronde assez riche où on avait réussi à prendre des avis pour, contre, et puis aussi on avait aussi réussi à trouver, je crois, un accord assez fort autour de la levée de l'anonymat des donneurs et donneuses de gamètes. Parce que c'est quand même assez triste de priver quelqu'un au moins de son dossier médical. Commençons par là, au moins juste médicalisons, comme on aime bien faire en France, le dossier médical. Mais il y a aussi le récit des origines. Ça, c'est Paul Ricoeur qui en parle 1000 fois mieux que moi, ou pas, parce que moi, des fois, je comprends rien à ce qu'il écrit, Paul Ricoeur, mais ça, c'est moi. Mais le récit des origines, c'est de savoir finalement un peu d'où on vient, et on n'est pas seulement bien sûr des gamètes et le fruit de rencontres comme ça, chimiques, biologiques, mais aussi quel était le projet de la personne, pourquoi la personne a donné ses gamètes, et où en était-elle dans sa vie à ce moment-là, et qu'est-ce qui a pu l'amener à faire ça. Ça peut être important pour se construire finalement, et c'est dommage de priver entièrement les gens de ça. Donc là, ils sont en train de réfléchir avec divers amendements que suit activement Irène Terride, que moi aussi je suis, mais je ne comprends pas toujours tout non plus. Mais ils sont en train de réfléchir à différentes modalités pour que les enfants nés de ces dons de gamètes, entre autres choses, puissent avoir accès à un certain nombre d'informations. Et là-dessus, je crois qu'il y avait un consensus assez global chez les protestants, même si certains ont dit « oui, mais alors, c'est pas sympa, il y aura moins de dons ». Et donc, du coup, les familles qui sont en souffrance d'enfants vont être encore plus en souffrance d'enfants. Mais là, je pense qu'on a tous un peu dit, l'éthique de responsabilité prime quand même dans ces situations-là.
On peut pas juste dire je fais don de mes gamètes pour faire don de mes gamètes. C'est important qu'il y ait un vrai sens derrière, qui soit un sens qui traverse les générations, voilà, qui soit pas qu'un sens pour moi dans ma vie, mais qui fasse sens aussi pour la personne qui va en naître. Enfin, je veux dire, il me semble, bon, si on peut le faire, c'est mieux. Voilà, mais je ne veux pas porter de jugement sur les gens qui ne le font pas, mais on avait un peu pris position là-dessus. Après, le comité national consultatif d'éthique a abondé un peu dans ce sens-là. Et après, il y a aussi le groupe d'éthique de la Fédération protestante de France qui a donc rendu le résultat de ses travaux, qui était aussi d'accord sur la levée d'anonymat du don de gamètes. Donc, en fait, je dirais que j'ai trouvé assez admirable que notre minuscule communauté passe tellement de temps à discuter de ce sujet-là. Et j'ai trouvé aussi admirable qu'on arrive à un consensus assez global sur cette question-là, qui est quand même pas évidente, mais ouais, je pense qu'on était assez d'accord. Après, sur la question de la PMA, les protestants ont toujours été assez à l'écoute des besoins de leur société. C'est quand même les femmes protestantes qui ont créé le planning familial avec d'autres, hein, et qui ont dit... Donc leur argument à elles, c'était pour éviter la mort des femmes, médicalisons l'avortement. Voilà. C'était pas autoriser l'avortement, c'était pour éviter la mort des femmes. Ça a toujours été ça un petit peu. C'est... faisons reculer d'un seuil la barbarie de la situation. Voilà. Et donc sur la PMA, je trouve que c'est un peu ça qui ressort, c'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en souffrance d'enfants, réfléchissons avec eux sur cette souffrance et n'oublions pas que chacun construit son bonheur à sa manière, donc dire un non ferme et définitif, ce ne serait pas juste pour ces vies-là, ces vies déjà parmi nous, quoi. Mais par ailleurs, la difficulté autour de la PMA, bien sûr, c'est la présélection d'embryons. Là-dessus, je pense que les protestants se sont un peu alignés sur les catholiques, de façon assez même franche et claire. Pas de tests préembryonnaires, pas de manipulation trop du vivant. Et ensuite, sur la question de l'ouverture aux femmes, aux couples de femmes, les protestants ont dit non, mais on comprend que des couples de femmes aient besoin de construire une famille. Dans l'absolu, c'est non, ça va trop loin, mais on comprend leur situation. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Et après, sur les femmes célibataires qui veulent fonder une famille, c'était non. Non, parce que ce sont des situations trop fragiles, et donc toujours finalement l'idée de protéger la femme, et ça met encore la femme dans une situation de fragilité que d'élever seule un enfant. Voilà, c'est un peu le même argument que finalement pour l'avortement. Donc c'est un peu délicat, hein. Le curseur éthique est vraiment compliqué. Les éthiciens, les éthiciennes, c'est admirable, ils ont des grands chantiers devant eux. Donc nous, il n'y a pas une grande division là-dessus dans la communauté protestante, parce que globalement, tout le monde comprend qu'il puisse y avoir des projets de famille, tout en mettant chaque individu à son propre niveau, le curseur un peu au niveau de la conscience de qu'est-ce qui me semble juste. Et donc, on n'émet que des avis. Et nos dirigeants, nos responsables ont mis l'accent là-dessus, de dire ce sont des avis, mais pastoralement, vous devez être dans un accueil inconditionnel. Et ça s'est passé même dans les communautés évangéliques de façon assez picobello, hein, nickel. Hein. En tout cas, au niveau de la Fédération protestante de France. Merci Joanne. On va conclure ce podcast avec une question. Alors Joanne, est-ce que tu te rappelles d'un de tes plus beaux moments de connexion avec Dieu, avec le divin, avec comment tu as envie de l'appeler ? Oui, alors j'étais enceinte de ma 3e fille et d'un coup j'ai eu le cadeau de la méditation. Voilà, moi j'avais jamais réussi à m'asseoir, à rester calme, à regarder les oiseaux et autres trucs comme ça. J'avais jamais compris, même les gens qui faisaient ça. Et puis quand j'étais enceinte de ma 3e fille, d'un coup j'ai senti cette sérénité. C'est bien des fois les hormones, souvent c'est pénible, mais là c'était très très bien. Et cette profonde sérénité, cette profonde union, c'est vrai, avec la force d'amour qui aidait ce bébé à pousser en moi, quoi, et qui avant ça m'avait aidé moi à pousser. Et ce sentiment fort d'être dans un élan de vie et qui me permettait du coup de me dégager des autres choses qui étaient dans ma tête, en tout cas pour un court instant. Et ouais, j'ai un souvenir vraiment... Il y a eu un avant et un après, quoi. Merci beaucoup Joanne d'être venue parmi nous pour parler de tout ça.
Donc je vous invite bien sûr à aller retrouver la page de l'antenne inclusive de la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg sur Facebook pour suivre tout ce qu'ils font. Surtout, absolument, procurez-vous une Bible des femmes, donc qui a été sortie fin 2018. Vous pouvez la trouver à peu près partout, dans toutes les librairies. Voilà, et on vous dit, Sinatou et moi, à très bientôt. Merci Joanne. Merci Alice, merci Sinatou, et puis bonne continuation pour Dieu.e.